Étrangères et françaises, les voitures de demain sont aujourd'hui dans Turbo. La science-fiction descend dans la rue, l'autocommunicante n'est plus une utopie. Elle a été la grande absente de ce mondial 2000, elle est aujourd'hui en avant-première dans Turbo, plein phare tout à l'heure sur la nouvelle Audi A4. Bonjour, où que vous soyez à présent devant votre poste de télévision, et si vous n'avez pu vous rendre à Paris ces 15 derniers jours, eh bien, sachez que Turbo a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la porte de Versailles pour vous faire vivre les toutes dernières heures du dernier salon automobile du siècle, le Mondial de Paris, édition 2000, riche de plus d'une cinquantaine de nouveautés, dont voici les plus grandes vedettes. Étienne Bruet. Bonjour, je m'appelle Mini. Une petite bouille attendrissante, une allure indémodable, vraiment, la nouvelle Mini. Un charme fou, moi franchement, je l'aime bien. Plus musclée, mais aussi plus chère, la Mini devient maxi. Elle se métamorphose en une fringante citadine haut de gamme et performante, qui n'a pas, comme son aïeul, vocation à devenir une voiture populaire. Sa commercialisation, automne 2001. Un an, je sais, ça va être long, mais comme dit le proverbe, tout vient à point, à qui sait attendre. Viens donc te régaler, petite souris sort de ton... Ah, l'Alfa 147, je dois vous l'avouer, je l'ai regardé plusieurs fois sous toutes les coutures. Pour moi, c'est un véritable coup de cœur esthétique. Elle allie élégance et sportivité. Avec ses faux airs de Giulietta, la 147 joue dans le rétro, pas trop, mais ce qu'il faut, et elle en jette. Reste à voir comment la belle italienne gigote sur le bitume. Chez Mercedes, on a aussi sacrément bossé. Le constructeur allemand dévoile ce très réussi coupé sport seulement 4 mois à peine après le lancement de sa nouvelle classe C. En résumé, 18 cm de moins, 3 portes, pas beaucoup de place, mais une carrure d'athlète. La cible, Audi A3 et Golf haut de gamme. Tiens, je me pose la question, Mercedes aurait-il envie de faire rapidement vieillir ses rivales? Ça se pourrait bien. Un défaut majeur tout de même, des tarifs toujours aussi élevés, de 159 900 à 210 900 francs, commercialisation mars 2001. Autre star incontournable, la Laguna 2. Elle est certainement la familiale la plus intéressante du salon, une ligne classique mais une nervosité d'ensemble qui séduira les inconditionnels de la marque. La révolution est à l'intérieur avec un trésor d'innovation technologique. Pour moi, le must, c'est le fameux badge qui remplace la clé de contact. 115 000 francs pour débuter, la Laguna déclinée en même temps et pour la première fois en berline et en break, vise haut et voit loin. Chez les familiales, il y a aussi la Ford Mondeo. Bon, je préférais le New Age design de la Focus. Ce qui me gêne, le tableau de bord qui ressemble trop à celui de la Passat. On manque d'imagination chez Ford, mais le standing a progressé. Ses atouts, la richesse de ses équipements ainsi que des tarifs ultra compétitifs. Pour le reste, c'est une simple histoire de goût. À défaut de me répéter, la Citroën C5 me déçoit. J'attendais, je ne suis pas le seul, beaucoup mieux du constructeur français. Mais où est donc passée l'inspiration chez Citroën? Heureusement, la nouvelle berline se rattrape grâce à de bonnes motorisations, un intérieur cossu et confortable, avec en prime une suspension high-tech. Avec son toit escamotable automatique, la 206 coupé cabriolet, même plus chère que prévu, va faire un véritable malheur, surtout auprès des fondus de la Bronzette et du Grand Air. Encore un peu de patience, la Féline sera commercialisée cet hiver, le prix de 108 à 123 000 francs. Bon, là, la Porsche Carrera GT, c'est un autre univers. Un défaut, j'ai beau chercher, je ne trouve pas. Elle est superbe. V10, 558 chevaux, le 0 à 100 km/h avalé en moins de 4 secondes, une vitesse maxi de 330 km/h, ça fait rêver. Ah si, je sais, il y a tout de même un petit hic, son prix, 2 500 000 francs. Quelqu'un en a déjà commandé 4 exemplaires, joli porte-monnaie, non? Et puis il y a la Ferrari 550 Barchetta, un V12 cheveux au vent, c'est pas mal non plus. Eh bien, par rapport à la Porsche, elle n'a que 485 chevaux, je m'en contenterai quand même. Mais pour moi, comme peut-être pour vous d'ailleurs, le rêve s'arrête là, car même si vous possédez 1 400 000 francs, sachez qu'il n'y a plus de Barchetta à vendre, elles ont toutes trouvé acquéreur, même les 18 exemplaires prévus seulement pour la France.
Alors je vous l'ai expliqué, ce turbo numéro 3 consacré au dernier salon automobile du siècle, à ce Mondial 2000 de Paris, est réalisé parmi vous, parmi le public, afin de mieux connaître vos réactions au milieu de tous ces nouveaux modèles. Pierre-Yves Godillat, quant à lui, a été beaucoup plus indiscret puisqu'il a fait le tour de ce salon avec une caméra espion dissimulée dans la branche de ses lunettes. Et c'est ainsi qu'il s'est présenté sur le stand Citroën pour y faire l'acquisition d'un véhicule capable de transporter, dans le plus grand confort, sa très nombreuse famille. Je me posais plein de questions. Oui. C'est que je vais avoir des quintuplés et c'est un vrai souci. Parce que j'ai Les quintuplés, alors Ouais. dans ce cas-là, je vous dirais plutôt peut-être de vous diriger vers un évasion. Ah ouais. Parce que vous avez 7 places, vous pouvez avoir 7 places avec un Et évasion, avec voire les 8. poussettes, c'est bon pour les... Alors les poussettes, non, ça va. C'est sûr que si vous voulez mettre les enfants plus les poussettes, va falloir voir peut-être à trouver encore autre chose. Mais vous avez avec un évasion, vous avez quand même 7 ou 8 vraies places. Ah, quand même. Mais là, dans Moi, j'ai pas envie celle-ci, d'un vrai franchement, avec des quintuplés, je vous vois mal dans une voiture comme ça. Hein. Ah. Mais un évasion, Moi, j'aime bien. vous irez quand même beaucoup mieux. Après, ça peut être une deuxième voiture. Ah, vous voulez me vendre une deuxième voiture, hein, c'est ça. Alors là, Un évasion plus un Picasso, ça serait super. Sympa et hyper efficace l'hôtesse. Parti comme c'est parti, à mon avis, elle va très vite intégrer le service commercial. Alors c'est la grande absente de ce mondial de Paris, c'est l'Audi A4. Et pourtant, elle a été présentée cette semaine au cœur de la capitale. Logique, elle est maintenant en turbo. Avec Jean-Luc Moreau. C'est depuis Berlin et en direct simultané dans 8 autres capitales d'Europe, dont Paris, qu'Audi a donc décidé de présenter sa nouvelle A4. Un choix qu'on peut juger étonnant, alors que le mondial de l'auto n'a pas encore fermé ses portes. À l'origine, nous voulions présenter la nouvelle A4 bien plus tard. La demande pour l'actuelle, l'existante, a été beaucoup plus forte que prévu, donc ça nous a amené à anticiper la présentation de la nouvelle A4. Par contre, nous n'avons pas voulu non plus mêler cette présentation aux journées de toutes les nouveautés du salon, parce que la A4, c'est un peu notre voiture symbole, fétiche, c'est la voiture du renouveau Audi, et donc nous avons voulu lui conférer toute l'exclusivité qu'elle mérite. Quoi qu'il en soit, la nouvelle A4 est bien là et ne décevra pas les amoureux de la marque. La ligne est un peu celle de l'A6 en modèle réduit, avec, il faut le dire, un caractère plus affirmé, mais surtout l'architecture de la voiture n'a plus rien à voir avec l'ancienne. La nouvelle plateforme à l'empattement plus généreux a ainsi permis d'accroître l'habitabilité. Progrès aussi côté équipement de sécurité avec 8 airbags et ESP en série. Quant à la qualité de fabrication, elle demeure la référence dans le segment. Sous les capots, on n'aura que l'embarras du choix avec 4 moteurs essence allant de 102 à 220 chevaux et surtout 4 diesel TDI développant de 100 à 180 chevaux. Attendue dès janvier dans les concessions, cette nouvelle A4 plus volumineuse que ses concurrentes Mercedes Classe C ou BMW Série 3 devrait avoir des tarifs en conséquence, avec une fourchette de prix qui devrait, selon notre estimation, aller de 170 000 à 300 000 francs. Bonjour Agnès, bonjour Julien. Alors cette mini-édition 2000, comment vous la trouvez? Je la trouve géniale, vraiment très belle, elle a une sacrée allure et de cette couleur jaune, elle est magnifique. Vous êtes conquise, ça y est? Conquise, oui, mais j'aime les voitures qui ont plus de place, plus grandes encore que celle-là. Ah, c'est moins pratique pour la ville quand même. C'est vrai, et puis en plus j'ai l'impression qu'elle est plus grande que l'ancien modèle. Que l'ancienne édition, c'est probable, c'est même sûr et certain. Ouais. Merci, à tout de suite après la pub. Alors d'après un tout récent sondage réalisé pour le compte de nos confrères de l'Automobile Magazine, la marque préférée des Français c'est BMW, suivie d'Audi et de Peugeot. Et bien sûr dans le rêve, il y a également Ferrari. Didier, vous avez 25 ans de permis. Tout à fait. Vous êtes venu aujourd'hui en famille visiter ce mondial et j'imagine que jamais vous n'êtes monté dans une Ferrari. Jamais. C'est un rêve que j'avais même pas osé espérer un jour concrétiser et qu'aujourd'hui, grâce à vous, je réalise. Alors ça fait quel effet une Ferrari quand on est dedans? La première impression, évidemment, c'est la magnificence parce que c'est un tableau de bord, c'est une forme, c'est un véhicule extraordinaire qui certainement sur la route doit vraiment donner toutes ses qualités. Mais c'est vrai que rien que déjà s'asseoir à l'arrêt, c'est formidable. Alors je vous pose la question classique, vous gagnez dans un jeu et vous avez beaucoup d'argent, vous achetez une Ferrari en priorité? Peut-être, oui, peut-être. Et l'autre? L'autre, ce serait la BM parce que j'ai vraiment un coup au cœur à chaque fois que je vois une BMW, c'est vrai que c'est une belle marque aussi. Ce n'est pas demain que l'on verra Internet envahir le tableau de bord des Ferrari, bien que la Cyberauto soit cette année la vedette de ce mondial de Paris. Reportage et enquête de Christophe Chevalet. Aujourd'hui en France, avec 27 millions d'unités, il y a autant de téléphones portables que de voitures.
Mais demain, grâce à ce téléphone, on pourra accéder depuis sa voiture à Internet et à des informations qui vont vous faciliter la vie. Au mondial, le groupe PSA Peugeot Citroën et Vivendi présentaient une société commune qui propose un ensemble de services via un portail Internet. Par exemple, avant le départ, depuis votre ordinateur personnel, vous pourrez préparer votre itinéraire au niveau du trafic et du guidage et vous l'envoyer directement dans votre voiture, par Internet et par le portable. Vous pourrez accéder à une multitude d'informations sur un lieu touristique ou sur la position du parking le plus proche. La voiture communicante, c'est l'accès aux services et à Internet depuis la voiture, mais c'est aussi le contraire, hein, c'est l'accès depuis l'Internet à sa voiture. Citroën et IBM présentent au mondial une Xara Picasso où on peut vérifier et même modifier certains paramètres par Internet. Par exemple, si vous avez oublié d'éteindre les phares en se connectant grâce à un PC ou un portable. On peut le faire sans se déplacer. Mais on peut obtenir d'autres informations comme le kilométrage, le niveau d'huile et la date de la dernière révision. Quant aux passagers arrière, ils n'ont pas été oubliés. Ils peuvent se distraire en jouant aux jeux vidéo en ligne ou en envoyant des emails. Ce bouquet de services sera accessible début 2001 sur la Peugeot 607 et la Citroën C5 en souscrivant un abonnement dont le prix n'est d'ailleurs toujours pas fixé. Il se généralisera par la suite à l'ensemble de la gamme. D'autres constructeurs comme Volvo s'y mettent également. Bientôt, être dans sa voiture sera comme être assis derrière son écran d'ordinateur. Alors, comme on a rencontré il y a quelques instants un passionné Ferrari, eh bien voici un passionné Porsche, 26 ans, Jean-Marc de son prénom, et de profession fonctionnaire de police. Comme quoi, de ce côté-là aussi, on aime les voitures rapides. Tout à fait, oui. Surtout une Porsche 911 Turbo, c'est vraiment une voiture exceptionnelle. À 26 ans, on peut déjà imaginer acheter une Porsche, pourquoi pas d'occasion. Tout à fait. Ça vous trotte dans la tête? Ça me trotte dans la tête, un modèle 3 litres 2, ça me tente très bien, oui. Bon, alors j'ai encore quelque chose de mieux à vous faire voir, exceptionnel. Voilà Jean-Marc, la Porsche du futur, on va s'approcher. Elle sortira en 2003, 500 exemplaires, 558 chevaux, 2,5 millions. Banco? Si je gagne l'auto, je veux bien. Parce que là, c'est un autre monde. Ça vous plaît, c'est beau? C'est magnifique. Ouais. Ça me rappelle un peu la 555 Spider, mais c'est monstrueux. Quoi. Ça vous laisse sans voix pratiquement. Hein. Ça me clôt sur place carrément. Quoi. Alors à propos de voitures du futur, Jean-Luc nous présente tous les concept cars de ce Mondial 2000. Il faut bien le reconnaître, cette année, au Mondial de l'Auto, la tendance est plutôt au concept car sportif à l'image de Neos, exposé sur le stand Hyundai. Fruit du travail du bureau de recherche japonais du constructeur coréen, Neos incarne le roadster du futur. Un style sans compromis où tout est étudié pour le plaisir de conduite. L'esthétique tout d'abord, qui rappelle celle d'une monoplace. L'architecture ensuite, avec un moteur central arrière accouplé à une transmission semi-automatique séquentielle à 6 rapports. L'habitacle enfin proche d'une voiture de course avec un tableau de bord rappelant celui d'une moto. La moto justement, Neos devrait s'en rapprocher en offrant des sensations similaires avec son absence de toit, son poids plume et son moteur 2 litres développant 250 chevaux à 8200 tours minute. Peter Turbo, ça n'est pas un nouveau journaliste à turbo, c'est le futur automobile vu par Lada. Peter, non pas pour Peter Pan, mais pour Pierre Legrand, et Turbo parce qu'on aime beaucoup votre émission préférée en Russie. Le froid fait donc des ravages en Russie, principalement dans les bureaux de style Lada où, comme vous pouvez le voir, les designers travaillent avec les doigts engourdis. Car c'est le moins que l'on puisse dire, ce concept car n'est pas banal. Moi je lui trouve un côté à ces voitures de Lady Penelope, d'autres y voient le mariage, pas forcément réussi, d'un fer à repasser et d'une cloche à fromage. Bref, ça laisse pantois surtout, mais ne le répétez pas lorsqu'on y touche car figurez-vous que ce proto-là est en bois. Une voiture nommée Pierre, faite en bois, il ne manquait que le loup pour compléter notre histoire. Eh bien le loup, le voilà, et pas n'importe lequel puisque Steppenwolf, le nom donné à ce concept signé Audi, signifie loup des steppes. Un nom sauvage pour un nouveau style automobile qui ne l'est pas moins, porteur de valeurs comme l'évasion et la liberté. Donc ce que nous avons essayé de faire, c'est un espèce de coupé off-road qui s'intègre entre l'Audi A3 et puis la TT. Mariage d'all-road et de coupé TT, Steppenwolf est donc l'exemple de ce que pourrait être un tout-terrain sportif.
Un créneau dont les constructeurs français sont totalement absents, mais peut-être pas pour longtemps, vu l'intérêt certain que porte Frédéric Saint-Jour, directeur général d'Automobile Peugeot, au projet. D'accord. Je vous remercie. C'est une voiture très simple, tout est fonctionnant. C'est un véritable prototype en fait, donc c'est pas un pur chocard. La mentalité chez Audi, c'est de faire des voitures qu'on soit capable de produire. Donc quand on montre quelque chose, derrière on a quand même une idée bien précise de ce qu'on va faire. Même si la décision n'a pas été prise pour l'instant. On a basé la voiture sur un châssis existant, la plateforme A3, TT, Golf. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Moi j'espère que ce sera commercialisé. Alors ce mondial édition 2000 est bien sûr le salon des plus long en durée, plus grand en superficie, ce qui est bien plus pratique et ce qui permet surtout aux visiteurs de s'attarder sur le moindre détail, comme en témoigne ce monsieur très observateur qu'a piégé Pierre-Yves Godilla avec sa caméra cachée. C'est moche. Qu'est-ce qui est moche? Le bouchon de radiateur, là, je pense que c'est ça là. Ah bon? Ah oui, c'est très laid. Ah bon? Oui, ça enlève du chic à la voiture. Ah mince. Qui est très belle par ailleurs. Là, franchement, c'est pas une idée. Hein. Celui qui a eu ça, il n'aura pas le premier prix. Ah, vous croyez? Ah oui. Parce que moi, j'aimerais bien l'avoir dans mon garage quand même, celle-là. Hein. Oui, mais je suis d'accord, c'est une belle voiture. Je dis, c'est dommage simplement qu'ils aient mis un bouchon aussi voyant avec des espèces de clous comme ça. C'est la mode peut-être, non? Oui, je ne sais pas. Et vous aimeriez voir quoi, vous, comme amélioration? Ben, un bouchon simple, ouais. un rond sans rien. Qui se fondent, oui, tout simple, qui se fondent dans la carrosserie. On va noter, on va de surprise, de bonne surprise en bonne surprise. Réellement, c'est tout ce qu'on vous montre là, c'est réellement merveilleux. Ah oui, c'est le high-tech de l'automobile actuelle. Eh bien voilà, c'est en tout cas ce que l'on appelle avoir une opinion bien tranchée. Alors on embraye avec une innovation technologique chez Renault sur la Laguna 2. On embraye, c'est vite dit parce qu'avant toute chose, il faut mettre le contact. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de clé de contact. Christophe Chevalet. Et oui Dominique, voici la nouvelle clé de la Laguna 2. Avec son format carte de crédit, vous la mettez dans la poche et dans un rayon de 3 mètres, la voiture la reconnaît et vous ouvre automatiquement la porte. Pour démarrer, vous glissez la carte dans le lecteur, la voiture l'identifie et il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton. Et que se passe-t-il si la carte ne fonctionne plus? Lorsque le badge ne fonctionne pas ou lorsque la pile est déchargée, nous avons à l'intérieur du badge une clé de secours. Nous retirons le capotage situé au niveau de la poignée qui dissimule un verrou. Il suffit alors d'introduire la clé et d'ouvrir le véhicule. Le badge va malgré tout être reconnu, donc on va simplement l'introduire dans le lecteur de badge et appuyer sur le bouton pour démarrer. Ce badge est individuel, il mémorise également les réglages du siège, des rétroviseurs et même de la climatisation. 2 cartes sont livrées de série, mais on peut en obtenir au maximum 4 par véhicule. Mais cette carte a-t-elle d'autres fonctions? C'est le premier carnet de santé, c'est-à-dire que sur la carte, fonction du roulage qui a été effectué, on a le kilométrage, la pression des pneumatiques, le niveau d'essence dans le réservoir, l'autonomie de vidange, autant d'informations qui vont simplifier la vie derrière des concessionnaires, des gens dans le réseau quand ils vont recevoir une voiture. Pour fermer la voiture, nous quittons le véhicule, nous nous éloignons et lorsqu'on sort d'une zone de 3 mètres de reconnaissance autour du véhicule, le véhicule se verrouille automatiquement. Et si vous n'avez pas confiance dans l'électronique, vous pouvez l'utiliser manuellement en appuyant sur un bouton comme pour une télécommande classique. Simple d'utilisation, pratique, discret, ce badge devrait se généraliser sur toutes nos voitures d'ici quelques années. Alors c'est un petit peu Noël à l'occasion de ce turbo numéro 3 sur ce mondial 2000. Noël parce que, en plongée dans le public, on offre à quelques-uns la possibilité de toucher leurs rêves, tel Laurent à présent qui, fanat de Formule 1, peut enfin approcher la voiture de ses stars, en l'occurrence la BMW de Ralf Schumacher et Jason Button. Laurence, ça fait quoi justement de toucher une F1 pour la première fois? C'est très impressionnant, je suis très impressionné par la taille, je trouve que c'est tout à fait contradictoire par rapport à ce qu'on voit à la télé. Je trouve qu'elles paraissent grosses et en fait quand on est à côté elles sont vraiment minuscules. Et l'intérieur particulièrement me paraît beaucoup trop étroit pour pouvoir entrer dedans tout simplement. Donc je trouve que par rapport à la vitesse que ces bolides ont, leur taille est vraiment réduite.
Merci Laurent. Eric Courly s'intéresse maintenant aux petits constructeurs présents sur ce mondial de l'automobile 2000. Grand retour sous le feu des projecteurs pour Ligier qui s'est associé aux Italiens Giugiaro et Piaggio pour concevoir une petite automobile urbaine à la fois pratique et ludique. Née pour la ville, la Biop, qui mesure 2,71 m de long, se veut une alternative aux scooters et autres petites 125 cm3. Un concept qui devrait en tout cas faire un carton chez les loueurs de la Côte d'Azur. Cette sympathique Mini est construite à partir d'une plateforme en aluminium sur laquelle est fixée une cage tubulaire recouverte d'éléments en polycarbonate. Elle est propulsée par un moteur de 505 cm3 de 20 chevaux avec transmission automatique. L'aménagement intérieur est tout aussi minimaliste et tendance. Enfin, sachez que la Biop offre aussi la particularité de pouvoir être conduite à partir de l'âge de 16 ans. Sa commercialisation est prévue à partir du printemps 2001 pour un prix de 43 000 francs. Alors à bientôt les filles. Dans la même idée, mais avec un véhicule beaucoup plus sophistiqué cette fois, Matra propose le concept M72. À mi-chemin entre l'auto et la moto, il privilégie lui aussi la convivialité en offrant 2 places, mais avec une carrosserie modulable à volonté. Sa simplicité apparente dissimule une structure tout aluminium sur laquelle reposent des éléments en thermoplastique. Une technique qui permet de faire passer le poids sous la barre des 400 kg. Quant au moteur bicylindre 4 temps à injection de 750 cm3, couplé là encore à une transmission automatique, il annonce 20 chevaux. Selon l'accueil que lui réserve le public, Renault demandera peut-être à Matra de le produire, mais pas avant le printemps 2002 et pour un prix fixé à 45 000 francs. Chez Peugeot, on perpétue le mythe de la Porsche 356 avec un nouveau speedster classique à la ligne toujours aussi respectueuse de l'original, mais propulsé désormais par un moteur Peugeot 4 cylindres de 150 chevaux. L'ensemble pesant tout juste 750 kg, on est assuré que le ramage ressemble bien au plumage de ce cabriolet nostalgique proposé à moins de 200 000 francs. Totalement déraisonnable, voici pour finir mon coup de cœur du mondial 2000 avec l'extraordinaire Koenigsegg CC. Venue tout spécialement de Suède, cette diabolique GT2 produite sur commande est animée par un V8 4,6 litres double turbo d'une puissance de 650 chevaux. Placé en position centrale arrière, il revendique une vitesse maxi de 390 km/h, ce qui en fait la supercar la plus rapide du monde. L'autre originalité de ce coupé venu du froid est de pouvoir aisément se transformer en roadster. La qualité des matériaux et la finition sont bien sûr à la hauteur de sa vocation élitiste, tout comme le prix fixé à 385 000 €, soit un peu plus de 2,5 millions de francs. Cette toute nouvelle Toyota Prius à 2 moteurs thermiques, c'est-à-dire essence-électricité, provoque beaucoup d'intérêt sur ce mondial 2000. Vous-même, Pierre, comment faites-vous pour faire des économies d'énergie? Quand vous roulez, est-ce que vous économisez l'essence? Est-ce que vous pensez à l'économiser? Ah oui, je pense à l'économiser, particulièrement au prix où elle est actuellement. Et comment faites-vous alors? En utilisant un véhicule si possible qui consomme peu, mais ça me semble être une bonne solution technique, ça me semble être une solution très intéressante et je pense que on pourrait peut-être un jour acheter un véhicule comme ça. C'est l'avenir selon vous? C'est une des solutions. L'électricité seule? Oui, je crois. Ouais. C'est une des solutions d'avenir, certainement. Merci. Alors à propos d'économie d'énergie et de recherche sur un mieux vivre, voici le Challenge Bibendum présenté par Jean-Luc Moreau. Space, the final frontier. À quoi ressemblera la voiture du futur? Beaucoup imaginent qu'il n'y a pas encore de réponse à cette question. Erreur, car ces autos que vous conduirez demain existent déjà. Vous ne les croisez pour l'instant que dans les salons, mais tout ou presque roulent et participent même à une épreuve qui leur est réservée, le Challenge Bibendum.
Pour cette deuxième édition, 35 équipages avaient répondu présents avec quelques stars au volant comme Luc Alphand, Bruno Sabi, Stéphane Peter-Hansel, Philippe Bugalski ou Jean-Pierre Jarrier. Des pilotes venus non pas pour faire la course comme c'est leur habitude, mais pour confronter les dernières avancées technologiques en matière de véhicules propres. Disputé sur un parcours de 800 km entre Clermont-Ferrand et Paris, le challenge a ainsi permis d'évaluer les qualités et les défauts des différents types d'énergie représentés. Le véhicule solaire, par exemple, a brillé par son silence dans les tests de bruit. Et le croirez-vous, le diesel par sa dynamique, certains modèles ayant réussi lors de l'épreuve d'accélération sur 400 mètres, des performances dignes de voitures de sport. 50. À titre de comparaison, les 10 secondes 50 réalisées par cette BMW Alpina biturbo diesel la classe au niveau d'une Porsche 911. Le plus fort, c'est que malgré ses 245 chevaux, elle ne consomme que 4,5 litres au 100. La pile à combustible qui équipe la Mercedes Necar 4 est quant à elle un bonheur pour les écolos, puisque son échappement, qui n'est autre que ce tuyau d'arrosage, ne rejette que de l'eau. Cela dit, vous n'êtes pas prêt de faire le plein à la station du coin, car l'hydrogène dont elle a besoin pour fabriquer le courant qui alimente le moteur électrique est d'un maniement plutôt délicat. Déjà extrêmement explosif, il doit de plus être refroidi à moins 253 degrés et comprimé à 700 bars pour être stocké sous forme liquide. Une simple fuite et une allumette suffiraient à transformer l'endroit en désert, et il faudra faire le plein tous les 400 km. Ouf. Cela dit, 400 km, c'est déjà 2 fois mieux que les meilleurs véhicules électriques qui, malgré les progrès notables faits par les batteries, ont dû faire la plus grande partie du parcours en camion. Des soucis d'autonomie dont n'ont pas souffert les autres énergies, bien au contraire, puisque beaucoup de voitures auraient même pu couvrir l'intégralité du challenge Bibendum sans ravitailler. Cela grâce à des consommations qui font rêver quand on voit les prix affichés à la pompe. Ainsi, avec son moteur hybride, c'est-à-dire thermique à essence, associé à un moteur électrique, la Honda Insight est même descendue sous la barre des 3 litres au 100. La première chose qu'on m'a dit quand je suis monté dedans, c'est que ça se conduisait exactement comme n'importe quelle voiture. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et c'est vrai que là, pour venir ce matin, j'ai consommé 3 litres. C'est quand même plus qu'étonnant. Rouler propre économique et en toute liberté, c'est donc possible, puisque les grandes gagnantes de ce challenge Bibendum sont ou vont bientôt être commercialisées. Preuve que la voiture du futur n'a vraiment rien d'une soucoupe roulante. Voilà tout ce qu'il fallait dire et savoir sur ce Mondial 2000, en souhaitant sincèrement que ces 3 turbos spéciaux aient pleinement satisfait votre curiosité. Maintenant, il s'agit d'essayer toutes ces nouveautés. Et justement, voici ce qu'il y aura le week-end prochain dans Turbo. Il a démarré sa carrière de façon magistrale aux États-Unis. À présent, il arrive en France et va se révéler un redoutable concurrent sur le marché des 4x4 de luxe. C'est le Toyota Lexus RX 300. Les friands de monospace compact ne seront pas oubliés pour autant puisque nous leur proposerons une autre nouveauté. Exposée durant ces 15 jours en première mondiale au Salon de Paris, il s'agit du Redzo Daewoo. Nous irons faire un tour au Salon des loisirs, lui aussi riche en nouveautés, susceptible de vous intéresser pour les prochaines vacances d'été. Et côté sensation, nous nous rendrons à l'école 905 Peugeot. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine, mais avant de se quitter, et puisque tout à l'heure je parlais de curiosité, voici les dernières tribulations d'un journaliste de Turbo très entreprenant. Au revoir. Sorry? I just tend to feel the... Oh, it's not possible to... Et pour M6 Turbo, on peut rentrer aussi dedans? Hein? Pour la maison Turbo, on peut rentrer dans la voiture? Je sais pas, non. Pour la maison Turbo. Hein? Parce que là, en fait, vous êtes à la télévision. Il est déjà venu, Turbo. Comment ça, il est? Qui est venu? Avant-hier, Chapat. Non. Si, monsieur.